Bienvenue à tous, partout dans le monde. Il est 16 heures, heure du Royaume-Uni, nous sommes le dimanche 8 février. Nous sommes maintenant en direct. C'est génial de vous avoir tous ici maintenant. Je m'appelle Steve Mitchell, je suis le directeur des opérations de The Code. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cet événement de formation en direct passionnant pour The Code. Des personnes du monde entier nous rejoignent. Bienvenue à vous tous. Merci de nous dire maintenant d'où vous nous rejoignez. Indiquez votre pays dans le chat ci-dessous pour que je puisse voir. Et je vois que nous avons des membres qui nous rejoignent du monde entier. Nous sommes vraiment une entreprise mondiale et nous n'en sommes qu'à la phase de pré-lancement. Avant de vous présenter notre formateur invité spécial pour The Code, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de votre temps consacré au développement de votre activité. Je comprends que beaucoup d'entre vous développent leur activité code et etc. à temps partiel, peut-être en parallèle de votre travail ou de votre vie de famille, et que vous n'avez qu'un temps limité à consacrer à la construction de votre entreprise code etc. En fait, si vous développez votre activité à temps partiel, vous devez être bien plus organisé avec votre temps que quelqu'un qui travaille à temps plein. Parce que les personnes à temps plein n'ont qu'à se concentrer sur l'activité The Code, etc. Si vous développez votre activité à temps partiel, peut-être 8, 10, 15 heures par semaine, libre pour construire, cela signifie que vous devez être super organisé avec votre temps. Sinon, la semaine va commencer et finir et vous vous demanderez où elle est passée. Et plus important encore, votre activité et vos revenus code S extra n'auront peut-être pas progressé. Il est très facile de se laisser distraire en faisant des choses qui ne font pas directement grandir votre entreprise et vos revenus. Ça m'est arrivé il y a longtemps. Quand j'ai commencé à développer ma première activité de marketing de réseau, je me persuadais que je me préparais à faire du business. Mais en réalité, je développais pas mon activité. Ce n'était pas le cas. Je passais mon temps à prendre des notes, à planifier, à écrire des listes, à préparer des présentations, et rien de tout cela ne faisait croître mes revenus, ni ne mettait de l'argent sur mon compte en banque. C'est seulement quand j'ai eu un excellent mentor qui m'a appris à me concentrer sur ce qu'il appelait les activités génératrices de revenus. En d'autres termes, il m'a appris à me concentrer sur les actions qui augmentent réellement mes revenus. Et il n'y a que 4 activités génératrices de revenus qui t'aideront à développer tes gains et à gagner plus d'argent. La première, c'est d'inviter des gens à jeter un œil. La deuxième, c'est de présenter le code et etc. Autrement dit, faire une présentation. La troisième, c'est de faire un suivi avec eux après leur avoir montré. Et la quatrième, c'est d'inscrire ceux qui veulent rejoindre, mais surtout de bien les démarrer. Ce sont les seules 4 choses qui feront croître tes revenus rapidement. Si tu es à temps partiel, avec un nombre d'heures limité chaque semaine, tu dois te concentrer uniquement sur ces 4 activités génératrices de revenus. Inviter des gens à découvrir, leur présenter le code et etc. Faire un suivi pour répondre à leurs questions et quand ils disent oui, bien les démarrer. Ceux que tu inscris vont ensuite dupliquer ces 4 actions génératrices de revenus et c'est là que ton équipe réseau et tes revenus explosent. Demande-toi toujours, est-ce que ce que je fais en ce moment fait partie de ces 4 activités génératrices de revenus? Et si ce n'est pas le cas, arrête de le faire. Concentre-toi sur les 4 activités qui te rapportent de l'argent. Alors maintenant, je suis super enthousiaste d'accueillir à nouveau sur The Code notre invité formateur spécial. On a reçu plein de demandes. Daniel G, bienvenue à nouveau. Ayant commencé dans la vente directe à l'âge de 14 ans et 10 ans plus tard, Daniel G a été désigné comme le coach de vente numéro 1 en 2024. Après avoir formé plus d'1,5 million de personnes dans tous les secteurs à travers le monde, l'approche unique de Daniel vise à aider l'entrepreneur à domicile, tout comme vous tous, nos précieux membres de The Code. Attendez-vous à rien de moins qu'un contenu de grande valeur, de l'impact et de l'énergie. Merci d'accueillir à nouveau Daniel G. Et merci encore à vous tous. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? La famille? Merci. Merci à la famille Code de m'accueillir à nouveau. Je suis ravi pour cette nouvelle formation avec un invité de marque. Vous venez d'arriver? Si vous ne le savez pas, je suis votre formateur spécial. Je m'appelle Daniel G. J'ai eu la chance, les gars, Bayer, juste pour me présenter à tout le monde sur cet appel, j'ai eu la chance de former bien plus de quelques millions de commerciaux à ce jour, n'est-ce pas? Donc, dans absolument tous les secteurs que vous pouvez imaginer. Et pour le sujet d'aujourd'hui, j'étais vraiment en train de discuter avec l'organisation au siège. J'ai dit, d'accord, le plus important, oui, c'est d'amener les gens vers d'excellents produits, mais votre produit n'est aussi bon que votre capacité à le vendre. N'est-ce pas?
Je pense que dans la vente, dans votre secteur à vous, il n'y a que deux types de personnes. Les gars, vraiment, il n'y a que deux types de personnes sur cet appel en ce moment. D'accord. Assis dans le code, vous constatez, mes produits sont excellents. J'ai d'excellents services. Et ce qui se passe, c'est que vous allez sur le terrain parce que vous sentez que vous avez un don. Donc, vous avez beaucoup d'énergie. Donc, c'est vous le donneur de cadeaux. Si vous avez l'impression d'avoir d'excellents services, d'accord, et que vous offrez un cadeau à quelqu'un d'autre, vous avez prospecté beaucoup de gens. Les personnes qui ne prospectent pas, ne vendent pas et ne recrutent pas beaucoup de monde dans une organisation, ce sont celles qui ont l'impression de rendre un mauvais service à quelqu'un d'autre. Comme s'ils interrompaient la journée de quelqu'un. Comme si, quand ils abordaient quelqu'un, ils faisaient quelque chose de mal. D'accord. Je le répète, celui qui se sent important n'osera pas prospecter, même en vente. Soit vous êtes un cadeau pour la société, soit vous êtes une interruption pour quelqu'un. Vous ne dépasserez jamais ce qui se passe dans votre propre tête. D'accord. Je veux que vous réfléchissiez à ça pour quelque chose. Vous ne dépasserez jamais ce qui se passe dans votre propre tête. Vous êtes soit un cadeau pour la société. D'accord. Ou alors vous interrompez la société. C'est tout. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Comment, d'accord? Comment conclure avec des personnes au sein de votre entreprise? Ça veut dire comment passer un appel. Et Steve, tu peux juste partir d'ici. Comment passer un appel? Désolé les gars, je veux juste m'assurer que l'appel se passe bien en ce moment. Comment passer un appel avec un prospect? Et puis à la fin de l'appel, d'accord, à la fin de l'appel, cette personne te dit oui ou cette personne te dit non, mais elle ne te dit pas laisse-moi y réfléchir. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin de temps pour faire quelque chose comme ça. Comment avoir un appel fluide où la personne, à la fin de la conversation, ne te ment tout simplement pas? Comment obtenir une réponse oui ou une réponse non? Donc aujourd'hui, on va parler de comment conclure vers la fin d'une conversation, premièrement. Et puis deuxièmement, peut-être comment on fait pour relancer. Peut-être que vous regardez ça en ce moment et que quelqu'un vous a ghosté après une conversation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'affaire ne se conclut pas? Je vais donc vous expliquer les étapes tout de suite. Comment conclure une affaire efficacement, mais aussi quoi faire quand une affaire ne se conclut pas, d'accord? La vérité, c'est ça. Nos prospects, les gars, ils ne nous disent certains. Genre, ils ne nous disent jamais oui et ils ne nous disent jamais non, mais ils nous disent tout ce qu'il y a entre les deux. Parce qu'on ne fait pas notre boulot de closer pour obtenir les bons engagements, pour les amener à un oui one. Et je vais partir du premier point et vous devriez noter ça, d'accord? Le premier point que j'ai noté ici, d'accord? J'ai dit la conclusion d'une vente est d'abord interne avant d'être externe. Notez ça dans l'instant. La conclusion d'une vente est d'abord interne avant d'être externe. La conclusion d'une vente est d'abord interne avant d'être externe. Il y a des gens qui sont sur cet appel en ce moment. Et vous ne conclurez que dans la mesure où vous êtes convaincu par votre propre business. Laissez-moi le répéter. Vous ne conclurez des ventes auprès de vos clients que dans la mesure où vous êtes convaincu par votre propre business. C'est d'abord interne avant d'être externe. Vous ne pouvez pas vous surpasser dans la conclusion. C'est-à-dire si vous n'êtes pas convaincu au fond de vous-même et en coulisses quand vous allez vous coucher le soir et que vous vous dites, il faudrait que je fasse un peu de... Enfin, je ne sais pas si ça va vraiment me rapporter de l'argent. Vos prospects ne seront pas convaincus non plus. Ils le sentent. Les gens s'engagent auprès de ceux qui sont eux-mêmes plus engagés. Les gens veulent être guidés par des personnes capables de les diriger mieux qu'ils ne peuvent se diriger eux-mêmes. Donc la première question est la suivante. À quel point êtes-vous convaincu à l'intérieur de votre propre... Je vais être guidé par quelqu'un qui peut s'engager dans son business mieux que le prospect ne le ferait. Je vais être guidé par quelqu'un qui peut me diriger mieux que je ne peux me diriger moi-même. La question est la suivante. Tout au long de ta journée, tu es un closer, même si tu ne t'en rends pas compte. Chaque tâche que tu accomplis dans la vie, tu es soit en train de te convaincre de la faire, soit de ne pas la faire. Tu te perçois toi-même de faire la tâche ou de ne pas la faire. Alors ce matin, voyons à quel point tu es un beau closer. Peut-être t'es-tu dit, Daniel, je voulais faire du sport ce matin. Bien, t'es-tu levé, convaincu d'y aller? Ou est-ce que t'es allé faire autre chose? Ouais, mais j'ai été super occupé par le boulot. T'es pas un poseur? Regarde ta vie. Quel est ton niveau de closing avec toi-même? Est-ce que tu arrives à te convaincre sur les plus petites choses de la vie? Comment, si tu n'arrives pas à te persuader et à te convaincre toi-même, tu vas réussir à le faire avec quelqu'un d'autre? La vie, c'est juste une suite de moments où l'on voit à quel point on est bon pour se convaincre et se persuader soi-même. Si on n'arrive pas à se convaincre et à se persuader soi-même au quotidien sur certaines tâches, comment va-t-on réussir à le faire avec quelqu'un d'autre? Donc, la première étape, selon moi, c'est celle-ci. Apprends à te convaincre toi-même sur les choses, même en dehors de ton travail. Il y a au moins 5 à 10 décisions que tu dois prendre chaque jour
qui sont soit positives, soit négatives pour ta vie. La question, c'est celle-ci. À quel point es-tu capable de te convaincre toi-même de prendre les bonnes décisions avant même d'essayer de convaincre quelqu'un d'autre? Premièrement. Deuxièmement, à quel point es-tu convaincu à l'intérieur de ton entreprise? Premièrement, arrives-tu à te convaincre de passer à l'action de façon positive? Et deuxièmement, à quel point es-tu convaincu à l'intérieur de ton business? Est-ce qu'il t'arrive encore d'aller te coucher le soir en te disant des trucs du genre j'espère que ce business va marcher? Ou bien, je pense que je vais faire autre chose, ou je ne sais pas si le business en ligne va marcher. Si tu vas te coucher en te disant ça, peut-être que tu as déjà des clients dans ton business. Je m'en fiche que ça vous prenne, à vous qui êtes sur cet appel. Macro, peu importe pour tous ceux qui regardent, que ça vous prenne 100 minutes, 10 minutes, 10 heures ou 10 jours, vous ne devez pas aller vous coucher le soir. Avec l'idée que ce soit peut-être, non, c'est une obligation. Je suis un atout pour la société et je vais réussir. C'est une décision. Tout est un choix. C'est juste qu'on n'arrive jamais à prendre une décision nous-mêmes. Donc la première chose, c'est ça. Numéro 1, sors de la croyance que tu es un poids pour les autres. Numéro 2, pour conclure, arrête d'avoir des croyances négatives sur l'argent et sur l'inscription, des doutes sur l'argent et sur l'inscription. Donc je vais vous faire une bonne démonstration ici. Si vous êtes sur cet appel en ce moment et que vous avez un produit, et disons que votre produit coûte 299 $ pour s'inscrire, 1000 $ pour s'inscrire, 20 $ pour s'inscrire. Et tu es assis là, tu te dis « Ah, je ne sais pas si les gens devraient acheter ce produit à 500 $ ou 1000 $. Tu vois, je pense que c'est peut-être un peu trop cher. » Eh bien, je vais te dire que les gens paieront de toute façon pour tout dans la vie. Je me fiche de ce que quelqu'un peut dire. Un être humain paiera, peu importe ce qu'il fait dans la vie. Ils paieront pour rejoindre. Ils paieront pour commencer quelque chose. Je m'en fiche si c'est pour travailler chez Starbucks. Tu paies pour travailler chez Starbucks, tu paieras pour travailler chez McDonald's. Donc, quand quelqu'un dit « Eh bien, je ne veux pas payer pour cette opportunité » ou que tu as l'état d'esprit où tu te dis « Un autre prospect ne veut pas payer pour cette opportunité », ils paieront de toute façon pour commencer quelque chose. Vous ne me croyez pas? Si quelqu'un travaille chez McDonald's maintenant, il décroche un emploi. Ils rentrent chez eux et ils disent « Maman, j'ai trouvé un boulot chez McDonald's. » Ah, non, mais Daniel, je n'ai pas payé pour créer McDonald's. Tu en es sûr? Que disaient les conditions requises pour ouvrir un McDonald's? Ah, il vous faut un pantalon noir. Oups, maintenant, il faut aller chez Walmart, Costco. Va acheter un pantalon noir à 50 $ en magasin, puis réalise qu'il te faut aussi des chaussures noires antidérapantes. Pour éviter de glisser, il faut payer 150 $ avant son premier quart chez McDonald's, payer entre 5 et 20 $ l'heure. Continue de ne pas investir dans son avenir. Bien sûr, vous investissez simplement dans un salaire. Ça va te maintenir dans une boîte. Impossible d'augmenter vos revenus par vos compétences. Ils n'enseignent qu'une seule compétence, retourner un burger sans avenir ni solution. Et ce travail peut être supprimé par un robot. Vous avez tout de même investi 150 $. Maintenant, vous vous dites, j'évaluais juste 50 $. Désormais, à 9 km du McDonald's, impossible d'y aller à pied quotidiennement. Deux options s'offrent à vous. Prenez le bus, je ne sais pas, des billets de train ou des frais de Uber pour la semaine. 100 $ pour la semaine. Vous avez déjà dépensé 250 $ avant même d'aller retourner votre premier hamburger et de toucher vos premiers 10 $ de l'heure. Maintenant, vous allez retourner à un hamburger. Écoutez, les gens paieront quoi qu'il aille. Maintenant, retournez des hamburgers. Faites-le le premier jour, puis le deuxième jour. Vous retournez des hamburgers le troisième jour. Et vous continuez à retourner. Vous vous dites, j'en ai marre de cette merde. Je n'ai plus envie de retourner des hamburgers. Devinez ce qui se passe? Vous kickez McDonald's. Vous démissionnez. Et maintenant, devinez quoi? Vous avez payé 250 $ avant même d'avoir reçu votre premier salaire chez McDonald's. Ils pourraient même le retenir pendant 8 à 12 semaines. Vous avez quand même investi pour aller travailler dans un job qui ne pourra jamais vous offrir la liberté financière. Vous voyez, je veux que vous regardiez tous, là, tout de suite, pendant cet appel. Demandez-vous, waouh, ce gars a vraiment réussi à lancer un business en ligne. Il a touché des commissions. Regardez mon énergie. Vous voyez, je me suis convaincu moi-même du fait que je sais que les gens paieront pour commencer n'importe quoi dans la vie, et la moitié du temps. Il faut juste suivre un troupeau de moutons pour payer une opportunité qui ne leur offrira aucune liberté potentielle à l'avenir. Mais malgré tout, on est encore prêt à payer 40 000 $ pour aller à l'école. Pour commencer, je n'ai pas payé pour mes boulots. Vraiment? Tu n'as pas payé pour un diplôme?
Tu n'as pas payé pour ça. Tu n'as pas payé 20 000. Tu n'as pas payé 30 000. Tu n'as pas payé de 16 à 25 ans. Il y a 8 meilleures années où tu as le prisme émergé dans ta vie. Assis sur une chaise, sans parler aux gens, sans réseauter, sans utiliser toute ta capacité cérébrale. Tu n'as pas payé avec ton temps et tes ressources. Alors, je vais te dire un truc. Je suis convaincu que les gens paieront pour démarrer quelque chose. Donc, je veux que tu dépasses cette croyance limitante dans ta tête où tu te dis « Oh, mais les gens, ils ne paieront pas, ils paieront. Et si ce n'est pas chez toi, ils iront payer chez quelqu'un d'autre. » Et le plus gros regret dans la vie, c'est ça. Je pense que le plus grand regret, c'est que vous êtes assis sur des produits et des services incroyables et que votre voisin d'à côté va payer quelqu'un d'autre ou pour autre chose. Et vous êtes juste à côté d'eux, mais parce que vous aviez l'impression d'être une gemme et non un cadeau, vous ne leur en avez pas parlé. C'est vraiment ça que je veux dire en ce moment. Si vous croyez en votre produit, si vous croyez en vos services, et j'aimerais vraiment que vous notiez ceci, la meilleure façon de montrer votre gratitude envers votre entreprise, c'est de vendre votre entreprise. La meilleure façon pour vous, ici présent, de montrer votre gratitude pour le code, c'est de vendre les produits, les services, de recommander et de partager. Ce n'est pas en l'écrivant sur un bout de papier. La gratitude se manifeste en travaillant dans son entreprise et en vendant au sein même de celle-ci. Voici comment ça se passe. Ça ne passe pas par les mots. Quand on éprouve de la gratitude envers un mentor et qu'on se dit « Oh, mentor, je t'en suis si reconnaissant », non, remerciez votre mentor en recrutant un nouveau membre qui fut aussi votre mentor. Honorez l'entreprise en atteignant un niveau supérieur. Remerciez votre mentor en lui apportant 3 clients de plus. Voilà comment on montre sa gratitude. Il y a un gars qui dit « Oh chérie, je te suis tellement reconnaissant !» Tu sais, merci beaucoup et il me fait un fait non. Et l'autre gars dit « Hé chérie, parce que j'ai fait X, Y et Z, parce que je te suis tellement reconnaissant. » La gratitude se manifeste par des actes et non par des mots. Mais passons à autre chose. Alors, Daniel G, comment j'ai compris? Eh bien, la première chose qu'on va noter, c'est une série de micro-engagements. L'un d'eux, c'est de demander le paiement. C'est ton engagement principal vers la fin de la vente quand tu dois demander le paiement, ce dont on va parler aujourd'hui. Mais les autres, ce sont une série de micro-engagements. Vous voyez, je veux que vous notiez ça. Les avocats ne posent pas de questions dont ils ne connaissent pas déjà la réponse. Toi, en tant que professionnel de la vente, tu ne demandes pas la conclusion si tu ne penses pas obtenir un oui. Laissez-moi le répéter une fois de plus. Un avocat ne pose pas de questions dont il ne connaît pas la réponse à l'avance. Il ne pose pas de questions à l'aveugle du genre Oh, je ne sais pas où ça va mener ». Il pose des questions avec assurance parce qu'il guide quelqu'un, hein, d'accord? Il guide un suspect dans un entonnoir. Ils savent ce qu'ils font. Chaque question mène à la question suivante. La question est la suivante pour vous, ici, lors de cet appel. Avez-vous une séquence de micro-engagements pour que l'engagement principal soit tellement facile à obtenir? Donc, première étape, préparez 5 à 10 questions de micro-engagements à poser tout au long de votre présentation. Pour rendre l'engagement principal beaucoup plus facile et pour que vous ayez bien plus confiance au moment de le demander. Parce qu'ils ont déjà dit oui à tout un tas de micro-engagements. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Tout au long de ma présentation, au fait, Sylvia, oui, quand tu commenceras avec nous aujourd'hui, tu dois plutôt développer tout ça ou tu préfères simplement utiliser les services? Je veux mieux comprendre. Question de micro-engagement au milieu de la conversation, hein. Bon, ouais, parce que s'ils répondent à l'une des deux options, je les rapproche d'une vente. Tu vois, la première question de micro-engagement que je leur ai posée, c'est « Comment allez-vous nous utiliser? Comment allez-vous nous rejoindre? Pour utiliser nos services ou pour construire? Quel modèle vous intéresse vraiment? Et Sarah, oui, tu sais, quand tu t'associes avec nous aujourd'hui, tu vois, mes questions de micro-engagement sont formulées avec un langage orienté vers le futur, du genre, quand tu t'associes avec nous aujourd'hui, quand tu embarques avec nous aujourd'hui, quand toi et moi collaborons aujourd'hui, quand on signe aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu veux vraiment développer ça, tu sais, à l'échelle nationale? Ou tu veux simplement utiliser les services? Comme ça, tu pourrais avoir une source de revenus supplémentaires en plus de ce que tu fais déjà. Je veux juste mieux comprendre. Tu vois, ce que je fais ici, c'est que je dis, au fait, tu vas me rejoindre aujourd'hui. Mais sinon, donne-moi ton objection maintenant avant que je te parle du prix plus tard. Alors, laisse-moi le redire. Premièrement, je leur ai posé une question de micro-engagement sur l'utilisation. Je peux leur poser une autre question de micro-engagement. Genre, au fait, tu sais,
pour ce genre de choses dans le passé, combien as-tu déjà investi quand tu t'es associé avec nous? Tu sais, combien as-tu investi auparavant, en fonction de ta formation et de tes compétences, dans un business en ligne? Je veux juste mieux comprendre. Comme ça, quand on va collaborer, je comprendrai mieux comment te positionner. Et avant même de te faire entrer dans le business, laisse-moi te poser une question. Et tu poses ces questions de micro-engagement parce que je les veux. Si on peut poser des questions difficiles au début, on pourra comprendre facilement à la fin. Laisse-moi le redire une fois de plus. Si je peux poser les questions difficiles au début de la conversation, je pourrai conclure facilement. Question dure, conclusion facile. Question facile, conclusion difficile. D'où mon dicton, calife dur, serré ou facile, continuez. Prenons un exemple. Nous arrivons au terme d'une conversation et nous sommes avec un prospect. Nous sommes en train de rencontrer le prospect. Nous arrivons au terme de la conversation. Maintenant, 2 ingrédients sont nécessaires pour conclure. Nous devons le savoir, notez-le. Première étape, nous devons savoir ce que le client veut avoir en moins, c'est-à-dire quel problème il souhaite résoudre. D'autre part, les objectifs du client. Notez bien, comprendre la douleur et le plaisir pour conclure. Numéro 1, d'accord? Deuxième ingrédient. Nous devons comprendre la psychologie de la façon dont les gens s'engagent dans les choses. Les gens s'engagent dans des choses en s'éloignant de certaines choses et en disant non à d'autres. Notez ça. C'est super important. Nous allons l'utiliser dans notre conclusion. Les gens s'engagent dans des choses en disant non à d'autres. Les gens s'engagent envers des produits. Les gens s'engagent envers des occasions. Les gens s'engagent dans des choses en disant non à d'autres. Pourquoi l'être humain, notez-le, dit non toute la journée, tous les jours? Il est tellement plus facile de dire non que de dire oui. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes toujours, en tant que prospect, non, 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 non. C'est tellement facile. Maintenant, regardez bien, je vais venir près quelque chose. Oui, notez ça. La raison pour laquelle vos prospects ne vous disent pas oui, c'est parce qu'à chaque fois qu'un prospect va vous dire oui, un oui augmente. Leur responsabilité, leur obligation, leur engagement, il doit faire quelque chose. Un non mais sort de l'affaire. Un oui, au moment où on doit dire oui à quelque chose, on commence déjà à se dire que ça nous échappe. Si je dis oui à cette opportunité, tu vois, je dois être lié par un contrat. Si je dis oui à ce truc, je dois y aller. Donc en disant non, c'est comme si on ne s'engageait pas dans un accord. Alors, notez ça. Les gens ne veulent pas avoir d'obligation ou de responsabilité, mais un oui équivaut à responsabilité et obligation. Donc, pour conclure avec quelqu'un, pour obtenir l'engagement de quelqu'un, je ne vais pas les amener à dire oui, je vais les amener à dire non. Alors regardez comment je vais faire ça. Et je veux que vous écriviez ma phrase de conclusion, d'accord, au moment où j'ai fini de présenter, à l'instant même. Une fois que j'ai fini de présenter un produit, je vais m'asseoir avec mon client et imaginer que c'est mon client. Et voici Sarah. Je vais dire « Salut Sarah ». Au fait, première question, qu'est-ce que tu ressens? Avec quoi tu te sens-tu le plus en phase? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne dirai jamais des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que tu penses d'un truc comme ça? Les prospects pensent à plein de choses. En demandant des avis, on stagne en présentation sans conclure. Beaucoup échouent car ils restent bloqués sur les questions au lieu de se concentrer sur la conclusion. Donc, je vais poser la question au prospect. Au fait, Mélissa, oui, qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que tu ressens après tout ce que je viens de te montrer? Tu sais, les ressources, tout ce qui concerne mes produits. Avec quoi tu te sens le plus en phase après tout ce que je viens de te montrer? J'aimerais mieux comprendre avec quoi tu te sens vraiment aligné. Qu'est-ce qui te parle le plus? Tu vois ce que je fais là? En gros, je dis, première étape, vends-moi avant que je te vende. Parce que si tu n'arrives pas à me convaincre, je ne vais pas te demander de t'engager. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc, je vais leur demander, Sarah, au fait, après tout ce que je viens de te montrer dans la présentation, avec quoi tu te sens vraiment le plus en phase? Et pourquoi? Avec quoi tu te sens aligné? Je veux comprendre pourquoi. Avant même que je décide de m'associer avec toi et de faire équipe, avec quoi tu te sens le plus en phase? Eh bien, Daniel, honnêtement,
Ce qui me plaît vraiment, c'est la façon dont vous arriverez à avoir beaucoup de liberté de temps et à gérer l'activité à côté, parce que tu sais, j'ai 2 enfants et ça a été très difficile pour moi de commencer autre chose. J'aime l'idée que je puisse commencer quel que soit mon niveau de compétence. Et je n'ai pas besoin d'être un expert en INU pour faire quelque chose comme ça. Elle commence à me convaincre que le programme, le produit ou les services sont vraiment faits pour elle. Pourquoi? Les gens m'achètent pas quand on leur dit quoi faire. Les gens achètent quand les mots sortent de leur propre bouche. Je peux le redire une fois de plus, la persuasion, ce n'est pas dire à quelqu'un quoi faire. La persuasion, c'est l'art de poser les bonnes questions pour que les mots sortent de la bouche du client. Ainsi, le client peut prendre la décision lui-même. C'est tout. La persuasion ne vient pas du fait de dire, et la persuasion ne vient pas du fait de donner des informations. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Si tu es commercial en direct, en ligne ou dans le marketing de réseau, tu te dis, si je présente simplement à cette personne, je vais la convaincre. Sachez que si l'information était la formule clé pour devenir riche, si ce n'est pas qu'une question d'information, alors tout le monde serait riche. Tout le monde serait heureux. Tout le monde serait plein d'énergie. Tout le monde serait en bonne santé. L'information n'a rien à voir avec les résultats. Pour réussir, posez les bonnes questions pour qu'il décide seul. Créer l'urgence et boum, il achète. L'idée doit venir d'eux. Alors Sarah, après tout ce qu'on a dit, avec quoi es-tu le plus en phase? Je veux comprendre avant qu'on s'associe. Je peux m'effacer. Si je suis sur un appel Zoom, regarde ma posture. Je pourrais me reculer. Je peux, tu vois, croiser les bras parce que maintenant je suis en mode écoute. Ok, là je suis en mode écoute. D'accord, avec quoi as-tu l'impression d'être le plus en phase? Je veux juste mieux comprendre, moi. Oh, eh bien, Daniel, tu sais, blablabla, blablabla. Et il commence à parler. Laisse-les parler, parce que maintenant tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape, pour conclure avec eux, et je vois que tu notes ça, la deuxième étape, c'est celle-ci. Eh ben, Alissa, est-ce que tu serais contre, note ça, Sarah, est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? Est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? Est-ce que tu serais contre le fait d'avancer pour régler le problème XYZ, pour régler le problème dont tu m'as parlé? Parce que, rappelle-toi, j'ai dit qu'il fallait connaître le problème pour pouvoir obtenir le bénéfice XYZ. Est-ce que tu serais contre faire quelque chose qu'alpha? Non. C'est conclu. Tu vois, quand j'ai demandé à Sarah, est-ce que tu serais contre? Je vais l'amener à dire non avant de l'amener à dire oui. Si Sarah me dit non, ça veut dire qu'elle vient de s'engager avec moi. Pourquoi serait-elle contre? Est-ce que tu serais contre? Ça les amène à dire non, pas oui, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? Pourquoi Sarah voudrait-elle reculer? Encore une fois, regarde le choix des mots. Je sais que je parle vite, les gars, pendant cet appel, mais écoutez-moi une seconde. Est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? D'accord, est-ce que tu serais contre le fait d'avancer sur quelque chose comme ça? Comme ça, tu pourrais régler le problème X, Y, Z. Disons que le problème, c'était de ne pas pouvoir utiliser les compétences que tu as dans la vie et d'être limité. Comme ça, tu pourrais régler le problème. Quand tu n'arrives pas à utiliser les compétences que tu as dans la vie, c'est que tu ne gagnes pas le revenu que tu voulais. Pour qu'à terme, tu puisses gagner le revenu que tu veux et prendre ta retraite. Des parents comme toi me l'ont dit au début de la conversation. Seriez-vous contre le fait de faire quelque chose comme ça aujourd'hui? Seriez-vous contre le fait d'aller de l'avant, de résoudre votre problème pour en tirer profit? Seriez-vous contre le fait de faire quelque chose comme ça aujourd'hui? Non. Mon jeu ne serait pas facile. Pourquoi? Car si je parviens à leur faire dire non, je peux les amener à s'engager envers le programme, le produit, l'offre ou le service. Pourquoi un être humain le ferait-il? Vous voyez ce que je veux dire? Je pose pas de questions dont je ne connais pas la réponse. Et maintenant, je connais leurs problèmes, je connais leurs douleurs, et je sais pertinemment qu'un être humain ne voudrait pas revenir à son problème et à sa souffrance. Mais la question est la suivante, et j'ai noté ça, les gars, à ce sujet. La question devient, comment pourriez-vous jamais formuler cette phrase correctement si vous ne saviez pas ce qu'ils veulent de plus et ce qu'ils veulent de moins dans leur vie? Non, non, laissez-moi reposer la question. Comment pourrais-tu jamais dire, Elissa, est-ce que tu serais contre, tu sais, d'avancer pour que tu puisses régler le problème dont tu m'as parlé au début de la conversation?
Celui où tu as l'impression de ne pas pouvoir travailler à domicile et tu rencontres ce problème de ne pas savoir quel travail tu pourrais trouver et tu dis que tu es trop charismatique, donc tu pourrais t'occuper de ça. Et finalement, qui sait, résoudre le problème de tes finances. Ou tu pourrais commencer à mettre de côté 500 ou 1000 euros en plus, qui sait, potentiellement chaque mois. Pour t'occuper des frais de scolarité de ton fils dont tu m'as parlé, est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? Comme ça, on pourrait, tu vois, potentiellement de sortir de cette situation et t'emmener vers X, Y, Z. Non, je le serais pas, c'est vraiment facile de dire non à ça. Je n'aurais jamais pu formuler ce problème et présenter cet avantage si je ne m'étais pas assis au début de la conversation. Et si je n'avais pas cherché à comprendre leurs problèmes au lieu de chercher à répondre. C'est pour ça que je dis que conclure une vente, secret difficile, des gars. Si on ne sait pas ce que le client veut avoir en plus et ce qu'il veut avoir en moins, on ne pourra jamais conclure à la fin d'une conversation. C'est pour ça que la conclusion devient difficile. Conclure n'est pas difficile quand je sais ce que le client veut avoir en plus et ce qu'il veut avoir en moi. Donc, cette phrase de conclusion, tu vois, cette phrase de conclusion, c'est bien plus facile d'amener quelqu'un à dire non que de l'amener à dire oui, premièrement. Deuxièmement, ils ne seraient pas contre le fait d'avancer et de résoudre leurs problèmes. Ce serait physiquement impossible. Troisièmement, sachez ce que la personne veut éliminer de sa vie. Si vous ne connaissez pas leur douleur et que vous n'utilisez pas lors de la conclusion, ils l'oublieront. Tu vois, l'art de quelqu'un qui est excellent en communication, c'est de leur rappeler pourquoi ils sont sur cet appel à la base. Tu peux noter ça. Le prospect doit avoir un rappel au moment où tu conclues et que tu lui demandes de s'engager financièrement. Il faut qu'il se rappelle pourquoi ils font quelque chose comme ça. Donc, quand tu passes à la conclusion, ce que tu fais vraiment, c'est résumer la raison pour laquelle ils sont au téléphone, pourquoi ils ont pris ce rendez-vous à la base, les problèmes qu'ils veulent résoudre. Tu fais tout ça en une seule phrase. Au fait, Sarah, est-ce que tu serais contre le fait d'avancer? Comme ça, tu pourrais régler le problème d'être limité dans tes horaires de travail. Ainsi, tu pourrais épargner 500 $ mensuels pour les futures études de tes enfants. C'est justement pourquoi j'appelle. Non, pas du tout. Les gens oublient. Se contenter de donner des informations à quelqu'un, ce n'est pas suffisant pour le faire passer à l'action. Et si quelqu'un, là, sur cet appel, se dit « Ouais, c'est peut-être un peu trop » ou t'as mené le fait de ne pas t'impliquer assez dans le business, ça ne t'a mené nulle part dans la vie. Alors, laisse-moi le redire une fois de plus. Sache ce qu'ils veulent avoir en plus et ce qu'ils veulent avoir en moins. C'est l'art de chercher à comprendre et non de chercher à répondre. Les meilleurs vendeurs ne sont pas de grands extravertis. Les meilleurs vendeurs sont généralement des introvertis qui posent les bonnes questions et qui utilisent tout cela comme des données à la fin d'une conversation. Ils se demandent comment lancer cette conversation. Car au final, tu ne vends jamais un produit. Tu ne vends que le résultat de ce que ton produit apporte. Je ne dis pas, au fait, est-ce que tu veux commencer à travailler avec nous pour utiliser nos services en ligne? Là, tu es en train de vendre le produit. Tu vois, là, tu fais de la vente basée sur le produit et pas sur les résultats ou les bénéfices. Et je veux que tu notes ça. C'est l'un des conseils les plus importants de laquelle d'aujourd'hui. D'accord? Vous tous, tout le monde qui regarde le code en ce moment, c'est une pépite. C'est une bande. Si, vers la fin de la conversation, tu demandes à quelqu'un « Hey, alors, tu veux t'associer avec nous dans notre organisation ?» Là, tu vends le produit. Puis, tu veux t'associer à mon business pour gagner plus? Là, tu vends le produit. Mais quand tu vois le résultat, tu dis, au fait, est-ce que tu es prêt à avancer? Comme ça, on peut s'occuper de ton problème, de ton objectif, du résultat que tu veux atteindre. Là, tu vends le résultat. C'est tout l'art de faire ça. Tout l'art, c'est d'amener quelqu'un à penser au résultat plutôt qu'à penser au produit. Parce que s'il pense au produit, ton produit paraît cher. Quand il pense au résultat, ton produit paraît abordable. La douleur de dire non à ton business est bien plus forte que celle de simplement s'engager avec toi. Mais si tu n'arrives pas à exprimer ça clairement en tant qu'entrepreneur, alors les gens diront toujours que le prix est trop. Voilà. Et tu auras toujours ça dans ta carrière. Eh bien, le prix est trop élevé. Mais la vraie question, c'est toujours, comparé à quoi? Parce que si le prix est trop élevé et qu'un client te dit
le prix est trop élevé. Et peut-être que certains d'entre vous, ici, ont déjà eu cette objection. Eh bien, le prix est trop élevé. Marie, je comprends. Comparé à quoi? Je pourrais le faire gratuitement sur YouTube, par exemple. Ou alors une autre entreprise le faisait pour 100 $ et vous demandez 500 $. Ah, je comprends. D'accord, j'ai compris. Je veux dire, puis-je vous poser une question? Sarah? Ouais. Si notre entreprise coûtait 100 et que leur entreprise coûtait 100, avec qui choisirais-tu de t'associer? Je veux mieux comprendre. Oh, je choisirais probablement votre équipe. Genre, si je peux l'avoir chez vous pour 100, avec qui tu t'associerais? Non, franchement, j'irais sans visiter avec vous. Eh bien, pourquoi tu irais avec nous? Eh bien, parce que, tu sais, vous offrez plus de services, vos capacités de support, le réseau dont tu as parlé. Et c'est exactement pour ça que les gens nous paient plus de 400 € de plus que pour un produit classique, traditionnel. Tu veux ça ou tu veux juste un prix moins cher? Tu vois, si tu n'arrives pas à exprimer la valeur, tu devras toujours être meilleur pour gérer les objections. Mais la personne qui sait expliquer le résultat de certains services au sein de l'entreprise, qui sait vendre ce que ça apporte, pour leur libérer la vie, tu vois? Cette personne-là n'a jamais besoin de vendre en se basant sur le prix. Vendre sur le prix, vendre sur le coût, c'est la chose la plus difficile au monde. Mais peu importe si la valeur du résultat est 10 fois supérieure. Rappelle-toi ce que j'ai dit, les gens paieront pour des choses même s'ils n'ont pas l'argent. Ils trouveront l'argent si le résultat est R. S'ils savent qu'il y a un résultat garanti, ils paieront pour ces choses-là. Si je dis, tu sais quoi, cette tasse de café qui donne de l'énergie à Daniel G, peu importe ce qu'il y a dans ce café, c'est ce qui me booste et c'est un abonnement à 1000 $ par an, mais tu auras cette énergie. Il suffit juste de prendre un sachet de café chaque jour. Il y a certains ingrédients, naturels, bio, qui viennent des fermes du Pérou. Tu vas te dire, mec, peu importe ce qu'il y a là-dedans, j'achète. Mais t'es fauché. Est-ce que tu irais trouver l'argent? Oui. Parce que tu te dis, je veux avoir l'énergie de ce gars. Et je n'ai même pas besoin de commencer à parler du fait que le fabricant au Pérou a fait ci ou ça. Je suis le résultat. Si tu veux tel ou tel résultat, non. Donc souviens-toi juste de penser en termes de résultats et d'objectifs. Maintenant, je veux vous rappeler quelque chose de la dernière fois qu'on a eu un appel sur le suivi. Encore une fois. Daniel G, et si quelqu'un me genou, est-ce que vous pouvez noter ça? La séquence de Chili, encore une fois. La séquence de Chili, encore une fois. Le meilleur moment pour relancer, c'est juste après que quelqu'un t'ait dit non. Sors ton téléphone. Au fait, Cara, c'était vraiment super de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui au téléphone. Et c'est vraiment agréable de rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit dans le monde des affaires. Et je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas pu collaborer. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, fais-le-moi savoir. C'est toujours bien d'échanger et j'ai hâte de rester en contact pour le reste de l'année. À bientôt. Relancez les gens, même quand ils vous disent non. La pire façon de manquer de respect au temps de quelqu'un, c'est de ne pas faire de suivi. Juste après ça, quelqu'un vient te dire non. Les gens se souviennent de la façon dont tu les laisses, de ce que tu as dit pendant la conversation. Ils se souviennent de la manière dont tu pars. Et tu montres simplement au prospect que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir. Maintenant, deuxième façon de relancer un prospect, et je veux que tu notes ça parce que ça fait partie de la conclusion. Rappelle-toi, la relance est une autre tentative de conclure. Alors, je veux que tu notes ça un instant, d'accord? Imagine que tu parles à quelqu'un un mercredi. Il pas dimanche. Et tu ne fais aucun suivi avec cette personne pendant toute l'année. Daniel G a 14 ans, je vais vous raconter une histoire. À 14 ans, j'ai commencé dans une entreprise de vente directe et de marketing de réseau. J'ai 14 ans, je travaille avec la carte de mon frère. Premier gars, carte d'assurance sociale. Premier gars, la société n'existe pas. Le premier gars qui vient et essaye de me recruter, je lui dis où? Je veux pas faire ce truc, mec. C'est une arnaque. Puis un jour, je suis au plumard. Et ma copine me demande d'aller au cinéma un vendredi. Et on est mardi à l'école, et elle me demande d'aller dîner en vendredi. Et je me dis, il n'y a aucune chance que je puisse demander 20 € à mon père. Il ne va pas me donner 20 €. Et je vois ce panneau qui dit, si tu veux gagner entre 500 et 1000 $ de commission, inscris-toi ici.
Alors je vais voir le gars et je lui dis, hé mec, les commissions, ça veut dire de l'argent? Il m'a dit oui. J'ai dit, rescris-moi, j'ai besoin d'argent pour le rendez-vous de vendredi. Tu vois, c'est une question de timing. J'ai demandé à quelle vitesse je peux commencer. Il m'a dit, tu peux commencer demain. Où se passe la formation? Il m'a dit, vaste entrepôt. Et mon rôle, juste du porte-à-porte, à la commission. J'ai dit, mais je travaille, je suis à l'école toute la journée. Il m'a dit, eh ben, tu peux faire du porte-à-porte à partir de 15 ou 16 heures. Jusqu'à 20 heures, c'est ça? J'ai dit, oui. Il m'a dit, bon, alors parfait. J'ai commencé à bosser le mercredi. Ils m'ont payé mes commissions en liquide mercredi et jeudi. J'ai rejoint l'entreprise. Puis il y a rien d'autre. Je suis pas allé à mon rendez-vous le vendredi. J'ai continué à bosser. Un an plus tard, je deviens une star dans ma boîte. Un gars vient me voir et il me dit, mec, on m'appelait Mini Blood. C'était mon surnom. Il me fait, yo, Mini Blood, tu te souviens? Je lui dis, t'es à mon école? Il fait, ouais, mec, je t'ai parlé du business et t'as dit non. J'ai dit, c'est pas vrai. Je m'en souviens. Il dit, ouais. J'ai dit, t'es bête? Il demande pourquoi. J'ai dit, car l'an dernier, je suis devenu le manager qui m'a recruté. 13 000 de commission. Tu aurais dû continuer à me relancer. Tu as râpé les 13 000 de commission de Mini Blood à toucher sur le volume de vente personnelle chaque année, juste parce que tu n'as relancé qu'une seule fois. Et la vente, c'est une question de timing. J'avais une copine qui voulait aller au cinéma un vendredi soir. J'avais pas un rond en poche. Là, j'avais besoin d'argent. J'ai vu l'affiche. Je me suis inscrit, mais j'ai donné la vente à Youssouf et pas à toi. La vente, c'est une question de timing. Tu peux jamais contrôler quand quelqu'un va te dire oui. Tu ne peux contrôler que les efforts qui vont t'amener plus près d'un but. Donc, ma façon de penser, c'est ça. Continue de relancer les gens tant que voilà la règle du suivi. Tu dois toujours avoir une nouvelle idée et toujours une nouvelle stratégie. Si tu as toujours une nouvelle idée et toujours une nouvelle stratégie, tu peux toujours relancer quelqu'un. Laisse-moi le redire encore une fois. La vente est une question de timing. Je vais relancer quelqu'un dans 4 mois. Tchema, ouais, j'ai eu une nouvelle idée qui m'est venue en tête. Je parlais à quelqu'un la semaine dernière. Est-ce que ça te dérange si je te partage ou te soumets une nouvelle idée? Je veux juste avoir ton avis et tes retours là-dessus. Relance toujours quelqu'un avec une nouvelle idée et une forme de valeur ajoutée. Ils y répondront parce que c'est ce que fait un excellent prospecteur. Un excellent prospecteur a toujours une nouvelle idée. Un excellent prospecteur apporte toujours, tu sais, une nouvelle valeur ajoutée à chaque relance. Si tu ne relances pas avec une nouvelle idée ou une nouvelle valeur, puis devient agaçant pour le client. La règle numéro 1 pour relancer, c'est que je ne relancerai qu'avec une nouvelle idée ou une valeur ajoutée dans la conversation. C'est tout. Et tu peux relancer autant de fois que tu veux. Et s'il continue à t'ignorer, il y aura peut-être un moment où tu devras accepter la déception et dire « Au fait, Cara, je n'ai pas eu de nouvelles de ta part ces dernières semaines. Je suppose que perdre du poids ou gagner plus d'argent n'est pas dans tes priorités cet été. Je comprends tout à fait. Dis-moi avant ce soir, 20h, heure de l'Est, pour clore ton dossier, méditons de te rappeler cette année. Je t'aime, prends soin de toi, bonne journée. C'est obtenir une réponse après plusieurs relances. Récupérer cet enregistrement ensuite, je le répéterai encore. Donc, quelques points à observer dans cette conversation équipe. Premièrement, sachez ce que vos clients veulent avoir davantage et ce dont ils veulent moins. Deuxièmement, la compréhension. C'est tellement plus facile d'amener quelqu'un à dire non que de le faire dire oui. Troisièmement, utilisez leurs douleurs et leurs problèmes vers la fin de la conversation, au moment de conclure. Quatrièmement, obtenez des micro-engagements avant d'obtenir le grand engagement final. Cinquièmement, le travail n'est pas terminé lorsqu'ils vous disent non. Relancez-le tout de suite, puis relancez-les régulièrement. C'est tout. C'est comme concluez tôt, concluez souvent. Relancez tôt, relancez souvent. Je devrais noter ça quelque part. Relancez tôt, relancez souvent. Relancez-les après un refus et persévérez, car on ne sait jamais quand leur situation peut changer. Ils n'y voient plus qu'une opportunité. Avant, leur vision était limitée à leur quotidien, comme s'ils portaient des œillères. Mais maintenant qu'ils viennent de perdre leur boulot, maintenant que Daniel Jean va inviter son ex-petite ami à sortir quand il avait 14 ans, qu'il avait besoin d'un job, boum, les œillères disparaissent. La première opportunité qui se présente, j'y vais, peu importe si c'est le meilleur produit, la meilleure offre ou le meilleur service. Souvenez-vous de ça. Vous pourriez être le pire vendeur du monde. Vous pourriez être le pire négociateur du monde.
Mais tant que vous relancez, vous battrez 99,9% des gens dans la vente. Le code. D'accord. Merci encore à vous de m'accueillir toujours en tant qu'invité spécial pour vos formations. Je vous remercie de m'avoir invité à cet appel et j'ai hâte de tous vous revoir très bientôt. Continuez à tout déchirer, les gars. Allez, les gars, merci pour l'accueil. Je vous remercie, merci à tous. Daniel, c'était génial. Merci. J'espère que vous avez tous pris plein de notes. Moi, c'est sûr que oui. Il y a tellement de pépites à appliquer dès aujourd'hui à votre entreprise pour impacter et développer immédiatement votre activité et vos revenus avec Codexpera. Et il y aura d'autres sessions exclusives de coaching code animées par Daniel à l'avenir. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner maintenant. Simplement assister à ces sessions de coaching code, aussi puissantes et uniques soient-elles, ne suffit pas pour réussir. Je repense à une interview de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, lorsqu'il est passé dans la célèbre émission de Larry King. Larry King animait une émission télé où il interviewait les hommes et femmes d'affaires les plus puissants et les plus prospères du monde. Et à l'époque de cette interview, Bill Gates était l'homme le plus riche du monde. Au cours de l'interview, Larry King a demandé à Bill Gates « Monsieur Gates, quel est le secret de votre succès ? Je suppose que c'est la connaissance et l'expertise technique que vous aviez avec Microsoft et Windows. » Et Bill Gates a répondu oui, notre expertise technique et nos connaissances étaient bonnes, mais il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient de grandes connaissances et une technologie plus avancée que la nôtre. Des entreprises comme Apple, IBM, Hewlett-Packard étaient toutes plus avancées et avaient plus de connaissances que nous. Avoir le savoir et la maîtrise technique, c'est important, mais ce n'était pas le secret de notre succès. Alors Larry King a poursuivi en demandant « Donc, si ce n'est pas le fait d'avoir plus de connaissances que les autres, je suppose que c'était le timing. Vous avez choisi le bon moment pour lancer votre entreprise. Diriez-vous que c'est la raison de votre succès ?» Bill Gates a répondu « Non, pas vraiment, car là encore, il y avait beaucoup d'entreprises en avance sur nous qui se développaient plus vite, qui étaient là et tournaient avant nous. Non, le timing n'était pas le secret de notre succès. » Après avoir réfléchi un instant, Larry King a alors dit « Eh bien, si ce n'était ni la connaissance ni le timing, quel était le secret de votre succès, Monsieur Gates ?» Bill Gates a marqué une pause, a pris un moment pour réfléchir, puis a répondu « Je crois à 100% que notre succès tient à une seule chose, l'action, notre capacité à passer à l'action rapidement. Nous avions les connaissances et l'expertise technique, et oui, le timing était bon, mais nous aurions pu avoir ces deux éléments réunis sans jamais réussir. Ce qui nous a distingués et ce que je considère comme le véritable secret de notre réussite, c'est la capacité d'agir. Nous avons pris les connaissances et le bon timing, mais nous y avons ajouté le contrôle que nous avions pour passer à l'action, à une action massive. Et c'est exactement là où vous en êtes tous aujourd'hui. Nous vous transmettons le savoir grâce à ces sessions de coaching en direct et à tout ce que nous mettons à votre disposition avec le code et etc. Et en ce qui concerne le timing, personne n'a un produit comme Extera ou une entreprise comme le code. Vous êtes clairement au bon endroit, au bon moment. C'est le timing le plus parfait qui soit. Mais en tirant les leçons de ce que Bill Gates a partagé avec Larry King, passer à l'action est le secret de votre réussite. La quantité d'actions que vous entreprendrez aujourd'hui, demain et dans les semaines et mois à venir déterminera votre succès et celui de votre famille. Mesdames et messieurs, il est temps pour vous de passer à l'action, de changer votre vie dès aujourd'hui. Pour l'instant, je tiens à tous vous remercier d'avoir participé à cette formation en direct sur le code. Merci encore à notre invité spécial et co-animateur, Daniel G. Et enfin, une date à noter pour vous tous dès maintenant. Notre prochain appel en direct avec les formateurs Extera aura lieu le dimanche 22 février à la même heure, 16 h, heure du Royaume-Uni. Le lien se trouve toujours dans la bannière de votre tableau de bord Code Extera. Pour l'instant, concentrez-vous sur une seule chose, l'action. Faites de février le meilleur mois de votre vie. Et je vous reparle très bientôt. À très bientôt.